Voilà, ma belle. Normalement, même lorsqu'on rentre dans un box, Ouais. normalement, on a sa bombe sur sa tête. Ah ben je l'ai dans mon sac. Je vais aller la chercher tout à C'est l'heure. pas dans le sac qu'elle doit être, c'est sur sa tête, mais bon. La selle, on va l'ouvrir un petit peu pour éviter que les cuirs se plient. Donc là, je sangle. Voilà, tu sangles pas trop fort, c'est pas la pas peine. important. Donc mon cheval, il est prêt pour le cours tout à l'heure. Tout à fait. J'ai le temps d'aller faire un tour dans le Tu as le parc. temps d'aller faire un tour dans le parc. Tu le connais parfaitement, le parc. Parce que tu y habites, toi, carrément. Oui, je T'es y un habite des depuis, résidents. depuis 8 ans, tout 8 à ans. fait. Ouais, 8 Est-ce ans. que tu connais, juste à côté, là, l'espace périphérique? Alors, c'est un laboratoire de création artistique. Il y a des compagnies qui viennent en résidence, qui viennent en quelque sorte tester leur spectacle avant de le monter sur scène. Tu connais, pas très loin, Frigan Pony? C'est pas un club hippique, hein. Non, c'est pas avec le bipic, mais je crois que c'est un restaurant. C'est un restaurant alternatif où on propose aux clients de venir manger des aliments qui sont récupérés gratuitement à Rungis. Ça, c'est une chose très bien, ça. C'est pour éviter les gaspillages. Tu connais, j'imagine, la Philharmonie, pas très loin. Alors, nos téléspectateurs vont pouvoir regarder et découvrir les coulisses Ah, ça, c'est des de la vénards. Philharmonie. On va voir comment on module la salle, on la transforme, c'est un truc génial. C'est bon, Milady est prête, je peux y aller? Voilà, je te la surveille pendant que tu t'absentes et on À se tout à retrouve l'heure. dans un petit moment pour ton coup. Non, on se tutoie, mais normalement, on se tutoie pas hein, dans le milieu de l'équitation. Alors, normalement, le cavalier tutoie le moniteur, mais le moniteur, par respect, vous voit son cavalier. Bon, à Mais tout on à se voit l'heure, tout à alors. l'heure. À tout à l'heure, Yvan. Et vous me suivez, je vous emmène prendre l'air dans le plus grand parc ouvert de la capitale, le parc de la Villette. Alors il propose des dizaines et des dizaines d'activités culturelles et de loisirs, comme par exemple la fameuse Géode, c'est un cinéma panoramique, la Cité des Sciences, très reconnaissable avec sa belle poutrelle bleue. Bon, moi je me dirige vers la nouveauté du parc, c'est la Philharmonie. Pour ça, il faut que je franchisse le canal de l'Ourcq. Waouh, c'est impressionnant, ça donne le vertige. Je vous invite à découvrir avec moi cette magnifique grande salle de la Philharmonie qu'on est en train de transformer pour un prochain spectacle qui va à la fois mélanger le cinéma et la musique. Alors si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne cette transformation, je vous invite à me suivre tout là-haut. On va encore grimper un peu. Bonjour messieurs, Et l'écran, tu le mets? comment ça va? Bonjour, bienvenue. La salle est prête? Presque. Ouais, on est en cours, là. On est où là Polichinelle est exactement? Alors, nous sommes sur le grill, c'est-à-dire dans le plafond de la salle. C'est quelque chose que le public ne voit pas du tout. Et pour cause, puisqu'on a tout l'équipement technique, c'est-à-dire le son, la lumière et puis l'écran. Cette salle, c'est un écrin acoustique, c'est-à-dire que c'est une des meilleures acoustiques pour pouvoir entendre un orchestre, ou de la musique de chambre ou du chant. Mais en quelques heures, on arrive à la transformer totalement pour lui donner un autre aspect. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la danse au milieu ou sur une deuxième scène, vous pouvez avoir un grand concert de rock avec 3500 personnes, dont la majorité sont en bas et qui dansent avec leur artiste favori. Donc ça, c'est la grande magie, c'est une sorte de nouvelle génération de salles. Vous avez un effet de proximité avec le son direct, c'est-à-dire que vous êtes à un maximum, quelle que soit la place, de 31 mètres entre la source sonore et vous, en tant que spectateur. C'est très très petit pour une salle de 2400 places. Alors ici, il y a toutes les musiques, il y a même un orgue absolument incroyable hein, qui est juste là, qu'on aperçoit les... Comment ça s'appelle Les tuyaux. Les tuyaux. Les voilà. grands tuyaux du buffet. Voilà. Alors d'habitude, dans une salle, vous voyez un orgue triomphant, Ouais. qui est un peu installé, on appelle ça le buffet, c'est-à-dire presque un tableau composé avec toutes ces rangées de tuyaux d'orgue. Ici, l'idée a été d'installer une trentaine de tuyaux, élégamment, presque un peu suggestivement, sur un nuage acoustique. Et on a l'impression que cet orgue, qui n'en est pas un, puisqu'on voit une trentaine de tuyaux, est suspendu dans l'air. On peut aller les voir ces tuyaux là? Avec grand plaisir. Bon, alors là, on accroche la ceinture
sommes dans une des parties les moins présentables, mais en même temps des plus fascinantes. Ouais, il y a les conduites de désenfumage, il y a l'enrobement de la salle avec la laine de verre, les structures en métal qu'on voit. On est presque étouffé comme dans un sous-marin. Donc là, Emmanuel, on s'approche de l'orgue. Exactement. Vous êtes environné de tuyaux dans tous les sens, le désenfumage, le chauffage, la laine de verre ici, mais l'orgue est tout au bout. Waouh. Ah mais tout se plie, tout se tire. Là, nous sommes dans la tribune de l'organiste. Il y a deux endroits en fait où l'organiste peut jouer. Ici, perché dans les airs, avec l'instrument juste au-dessus de lui. Ou alors, il y a une deuxième console qui est reliée par une fibre de verre haut débit qui peut s'installer sur scène. C'est un instrument unique. Également parce qu'il a été ce qu'on appelle harmonisé, c'est-à-dire réglé tuyau après tuyau en fonction de l'acoustique de la salle. C'est Michel Garnier qui a fait ce travail-là, il est harmoniste, c'est un Français qui travaille en Autriche, l'endroit où est installée la fabrique Rieger, qui est le fabricant de cet orgue. Et pendant plusieurs nuits, depuis la fin de l'été 2015, il a passé 10 heures, 12 heures chaque nuit en bas pour écouter l'harmonisation de chaque tuyau avec les autres dans cet espace. C'est impossible de faire ce travail-là ailleurs que dans le lieu même. Impressionnant. Oui, c'est impressionnant, c'est absolument magnifique. C'est quelque chose qui est à la fois très traditionnel, vous voyez le bois, il y a beaucoup de pins, de sapins, de hêtres, mais également une très grande technologie. Vous voyez que, bien sûr, les équipements électroniques sont cachés à l'intérieur, et c'est la même chose dans l'instrument. On va aller voir ça? Avec grand plaisir. On peut rentrer à l'intérieur de la bête? Bien sûr. Ah, super. Venez dans le ventre. Si on veut se représenter un orgue, c'est comme un appartement. Vous avez plusieurs pièces. On les appelle des chambres. Et ça correspond à différentes parties de l'orgue. Vous avez un positif, les grandes orgues, etc., etc. Donc là, vous êtes face à la première chambre. On est un peu comme dans une pyramide. Ouais. On ne cherche pas la chambre de la reine, on sait où elle est. Sauf que la porte est encore plus petite. Ah, oui. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Vous avez tous les jeux de l'orgue. Il y a 91 jeux en tout. Qui sont commandés par les 4 claviers et le pédalier. Vous vous souvenez, les 4 claviers pédaliers multipliés par 2 puisqu'on a une consonne en bas, une consonne en haut. On va voir la deuxième chambre de la reine. Ah oui, c'est encore plus grand. Toujours plus grand et plus haut. Vous avez même une échelle qui vous permet de monter pour travailler en hauteur pour les plus grands tuyaux. Tout en haut, vous voyez des tuyaux qui sont à l'horizontale, parce qu'ils sont tellement grands qu'on ne peut pas les mettre verticaux. D'accord. Pour les notes les plus graves. Exactement. Donc là, ça y est, on a les 6000 tuyaux. C'est les 2 chambres. 6000,055. On va être très précis. Alors croyez-moi ici, c'est la cerise sur le gâteau, le toit de la Philharmonie avec une vue à 360 degrés sur tout Paris. On découvre aussi Pantin avec les moulins, Aubervilliers. C'est un endroit ouvert au public, on peut s'y promener, un peu comme sur une colline, sur une montagne. D'ailleurs, il y a un petit chemin de montagne qui descend jusque sur le bord du périphérique.
Oh, attention, doucement. Doucement, doucement. Oh non, 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 non. Vous avez peur, hein? Ah oui. Jusqu'à ma monture. Comment ça va? Ça va et vous? Est-ce que vous allez me raconter toute l'histoire du lieu maintenant? J'aimerais bien. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Allez, on commence tout de suite. Hop. On est à l'entrée du parc de la Villette, côté avenue Jean Jaurès. Entrée qui est matérialisée par une très jolie fontaine. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fontaine? Bah, vous voyez bien, il y a des lions. Ce sont des Crachent de lions l'eau. qui crachent de l'eau. La fontaine date de 1811. On installe la fontaine qui fait quand même 16 mètres de diamètre. Une belle fontaine. Alors oui, ça vous paraît être une belle fontaine. On l'installe dans un lieu en plein cœur de Paris qui va devenir la place de la République. Et là, on trouve que elle a beau avoir 16 mètres de diamètre, elle fait toute petite. Elle fait toute petite. Alors on va la déplacer. On va la prendre pierre par pierre. Et on se dit qu'on va l'installer dans un nouveau lieu, un lieu qui est en train d'être transformé en cette seconde moitié du 19e siècle. C'est ce lieu où nous sommes, la Villette, là où il va y avoir des choses extraordinaires grâce à un certain baron Haussmann, Georges Haussmann. Alors la Villette devient un des quartiers de Paris et c'est en même temps que ce bon baron Haussmann se dit mais on va peut-être assainir un peu Paris. Paris, il y a des bouchers comme dans toutes les villes, dans toutes les petites et les grandes villes, mais là il y en a énormément et les bouchers abattent les animaux dans leur arrière-cour. Ah oui. Ce qui au niveau hygiène est un peu limite Terrible, quand même. oui. Et lui il a dit je vais tout rassembler en un seul lieu. Là, la Villette, ça va être parfait. Voilà comment les abattoirs sont venus s'installer ici. Alors, imaginez l'ambiance Ouais, ici. j'imagine, oui, Il y ça avait doit- un peuple fou. Les Ça bouchers, Mais oui, les vétérinaires, les vendeurs, les acheteurs. Et ça a duré combien de temps? Alors, ça a duré presque un siècle, puisque ça a ouvert dans les années 1867 et que ça va fermer en 1974. Alors, il faut dire quand même qu'entre-temps, les halles ont été déplacées. Vous savez, les halles du cœur Oui, de Paris. vers Rungis. Vers Rungis. Ici, on s'est dit, on va conserver les abattoirs jusque dans les années 1970. On a fait des travaux, puis on va pas y arriver. C'est trop grand, c'est trop vaste. 74, on abat le dernier bœuf. C'en est fini. On n'abattra plus d'animaux à l'intérieur de Paris. Ce sera désormais interdit. Donc on se pose la question, en 1974, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu gigantesque, 55 hectares? Ces 55 hectares, Frédéric, on les a transformés en un magnifique jardin, puis on a construit dessus des lieux de savoir, de culture et de loisirs. Et de connaissances, vous avez raison. On va avoir d'abord dans les années 80 la Cité des Sciences, la Géode. Et puis dans les années 90, on voit apparaître la Philharmonie de Port-en-Parc, qui est de l'autre côté. Et la Cité nationale de la danse. Et la Cité nationale de la danse. Donc on a plein de styles d'architecture oui, différents de la exactement. fin du XXe siècle et du début du XXIe. Mais complètement, il y a la pierre que l'on voit juste derrière nous, la pierre de taille. Là, il y a le fer, il y a l'acier et le verre. Et puis partout, on voit la modernité, l'acier qui va être aussi à nouveau encore utilisé. Je vous laisse, Ah bon, Frédéric, déjà parce que oui, j'ai rendez-vous avec la compagnie Sans Souci. Où ça? Vous en faites un peu de soucis. Ah oui, je sais bien, mais faut pas vous en faire. Et où ça? Sous le périph'. Bon. Je vous Prenez un petit expliquerai. comprimé si ça va pas. Non, ça va, tout va bien. Devinez où je suis? Juste sous le périphérique, dans un lieu de stockage de la Villette, à côté de l'espace périphérique. Je vois Sophie arriver, elle va tout m'expliquer. Bonjour Sophie, Bonjour, c'est vous la responsable des lieux? tout à fait. C'est incroyable comme endroit, non? Oui, tout à fait. C'est Sous le bizarre, périphérique, sur le on s'y périph', attend pas. ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, c'est un lieu de création. On accueille des compagnies de cirque, de rue ou de marionnettes qui viennent travailler leur futur spectacle. Vous me montrez? Oui, bien sûr. Alors, avant 2002, c'était occupé par l'école Annie Fratellini qui est venue s'installer ici en 1977. Et en 2002, donc, on a ouvert l'espace périphérique. Tout à fait, donc qui est un espace géré et par la ville de Paris et par le parc de la Villette et qui accueille donc des compagnies en résidence pour travailler. Voilà. Alors là, il y a un spectacle là, qui est en cours de création. Tout à fait, c'est la compagnie Sans Souci et c'est Oscar Piano. J'allais le voir. projet. Je ne vais pas faire de bruit. Merci Sophie. Je dis par la musique le vil, le pathétique, le drôle humoristique, je calme la panique quand je trouve la rythmique feu vert pour le tango, le blues.
Problème technique? Oui. Là, ça a coincé sur quoi? Sur pas mal de choses. Enfin, tout ça paraît normal pour Ça l'instant. paraît normal. À l'heure actuelle, oui. Parce qu'il y a combien de temps que vous êtes arrivé là? Ça fait 2 jours. Comment vous êtes arrivé ici? J'ai tenté ma chance il y a 6 ans et on m'a ouvert les portes. Donc je suis arrivé comme ça la première fois, sans connaître personne ici, sans avoir rencontré les gens, simplement parce que le projet leur plaisait. On a retenté notre chance cette année avec Oscar, Oscar Piano, et on a été à nouveau accepté. Et qu'est-ce qu'on met à votre disposition alors? Alors on nous met à disposition plein de choses, une salle, cette année, la possibilité de se loger sur Paris, c'est quand même pas évident. On peut aussi venir avec sa caravane. Et parce que vous venez de Caen, hein, c'est ça? Ouais, nous on vient de Normandie. On a une cuisine, enfin on a tout ce qu'il faut pour vivre ici pendant quelques jours ou quelques semaines. Pour travailler à côté du périph', même sous le périph' pratiquement. Super. Quand vous êtes ici, vous êtes là vraiment pour travailler et vous êtes dans un bain de concentration et de travail. Vous n'êtes pas amené à sortir forcément tous les jours, tous les soirs. Donc et vraiment, ça force à être concentré. C'est pas que ça force, ça invite à être concentré. Enfin moi j'aime beaucoup. Le bruit des périphs ne me dérange pas du tout. Et puis il y a le parc de la Villette qui est juste à côté quand même, qui a un très beau parc. Bah, je vais vous laisser tous les deux. Parce que moi, juste à côté, j'ai un cours d'équitation avec Alain. Je sais pas si tu as vu, mais il y a des chevaux là. Eh ben, je vais aller faire un cours d'équitation avec Oscar. Il peut même faire du poney si il veut. Il y a des chevaux adaptés. Ah bon, alors, peut-être. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Merci. Salut Alain, j'arrive, je me change. Allez, on y va. J'arrive. Regarde, ça change De un homme, piéton, non? tu es devenu cavalier. J'espère. On va voir ça, c'est pas gagné encore. Et comment tu as découvert le cheval? Bon, moi, j'ai découvert le cheval étant d'une famille d'ouvriers. Donc, on était 4 frères et sœurs. Mon père travaillait chez Peugeot. Ma mère était aide aux personnes âgées. Donc, mes parents, peu fortunés, n'ont jamais pu me payer à monter à cheval parce que si c'était pour un, il fallait que ce soit pour tout le monde. Donc, ce n'était pas le cas. Je suis parti à l'armée. Je me suis engagé dans l'armée. Et à partir de là, financièrement, j'ai pu investir dans des chevaux. J'ai racheté 2 chevaux au boucher de mon village. Ces chevaux partaient à l'abattoir. Ah ouais? J'ai racheté ces 2 chevaux, n'ayant aucune compétence ni connaissance au niveau des chevaux. T'avais jamais monté à cheval? J'étais jamais monté à cheval, je ne sais même pas qu'un cheval se débourrait. Moi, pour moi, c'était inné. Le cheval naissait avec l'habitude de monter, d'avoir un cavalier sur le dos. En discutant un petit peu avec les agriculteurs de la région, qui étaient quand même un petit peu plus orientés sur le monde du cheval, ils m'ont dit qu'il fallait que je me présente à un centre, une école d'équitation. Et je me suis présenté chez Jean-Bernard Dreyfus, un ancien du cadre noir, qui m'a tout appris. C'est le seul club hippique à l'intérieur de Paris, il n'y en a pas d'autres? Oui, c'est le seul club intramuros, effectivement. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est un club qui est implanté sur la Villette depuis plus d'une vingtaine d'années. Dans un premier temps, il s'est promené sous chapiteau. Donc il était à la Grande Halle, il était sur 2-3 endroits. Et pour finir, le parc de la Villette lui a proposé un terrain. Et toi, tu y es depuis 8 ans? Moi, je suis dirigeant depuis 8 ans. Et tu vis ici? Je vis sur le club. Là-haut? Oui, j'ai des appartements là-haut. Vivre ici, tout simplement, parce qu'on a quand même 70 chevaux dans les écuries. Il y a une surveillance au niveau des équidés qui est importante. Et surveillance également au niveau des locaux. Et je ne me vois pas... quand on travaille dans les chevaux, on vit avec ses chevaux. On est dans un quartier du nord de Paris, qui n'est pas les quartiers bourgeois. Populaire, ouais. Il y a une clientèle particulière ici? T'as des gens qui sont de tous niveaux sociaux? Oui, on a tous niveaux sociaux, oui. Ouais. Oui. Nous, dans notre métier, on s'inquiète peu du niveau social de nos cavaliers. Ce qui est important, c'est la passion, parce que qu'on soit d'un niveau social très élevé ou d'un niveau social, la passion reste la même. Donc pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je pense qu'il y a tous les niveaux sociaux sur le club. On est équipé sur le club de montoir, plus ou moins grand, et on amène son cheval devant. Pied gauche. Irène. Et nous voilà à cheval. L'équitation est le sport des rois. Donc il faut être gainé au niveau des abdos, gainé au niveau des dorsaux. Surtout gainé au niveau des dorsaux pour ne pas avoir le dos qui s'écroule
qui pourraient occasionner des douleurs dorsales. OK? Ok, bah on va Je vous essayer. laisse sous les ordres de Christophe. Ouais, D'accord? je vais me faire engueuler alors. Ouais, normalement, non. Allez, Mais vous faites comme si vous n'entendiez pas. Allez, bon, on regarde loin devant. Allez, on n'hésite pas. On essaye de la faire avancer un tout petit peu plus. On serre un peu plus les jambes. Sans tirer sur vos rênes. Gardez vos mains posées dans la crinière. Faut qu'elle puisse avancer quand même. alors là, croyez-moi, je vous emmène dans un endroit vraiment incroyable, c'est le Frigan Pony. C'est un restaurant végétarien, c'est un restaurant dans un squat sous le périph'. Ah! Sésame, ouvre-toi. On a monté cette cuisine en novembre. On cuisine ici les invendus du marché de Rungis et on cherche à sensibiliser les gens sur le sujet du gaspillage alimentaire. Au fur et à mesure, ça s'est étendu un petit peu au gaspillage en général, puisque les meubles ici ont été récupérés auprès de Emmaüs. Et le lieu était vide depuis 10 ans, donc aujourd'hui il est dans une situation de squat, toujours, avec des discussions avec la mairie de Paris pour essayer de... Parce que normalement, vous n'avez pas le droit d'être ici. Non. C'est un squat. Oui. Ici c'est une cantine participative où tout le monde peut se joindre et aider en cuisine, aider à préparer le service. Donc nous, on est une équipe de 6 personnes, on va à Rungis 2 à 3 fois par semaine. On récupère auprès des grossistes les cagettes de fruits qui sont invendus, qu'ils ont triées et qui vont jeter. Et on les ramène ici et on propose au chef de les cuisiner en compagnie des volontaires qui sont 5-6 en moyenne tous les jours. Qu'est-ce que tu fais de bon? On fait des burgers ou des galettes avec du riz et des champignons. On fait avec les avocats, des épices. Et les produits que tu as là, qui viennent de Rungis, sont des bons produits? Ils sont des bons, oui, ils sont presque tout bons. Ouais. Je sais pas trop aujourd'hui. Parce que parfois ils sont pas super bien, mais aujourd'hui il y a toutes les salades, tous les légumes. Après, tu fais quoi avec le chaudron là-bas? C'est les cerises? Oui, c'est les cerises. On va faire un colis avec le... On va manger ça avec des petits biscuits qu'on a fait ici avec des zestes d'orange et d'avoine. Ils sont vegan aussi. Et on va manger ça avec le pomme rôti. Combien de couverts ce soir? 80. Ah oui, 80, faut y aller. Ouais. Mais c'est pas... Mais normalement on fait 100, un peu plus. C'est la première fois que vous êtes bénévole ici? Pour moi, oui, c'est la première fois. Ici, c'est un squat. Ici, c'est un squat. Et l'idée d'être dans un squat, ça... Bah, moi, ça me dérange pas. Ce sont des espaces non utilisés. Donc, à quoi bon autant faire quelque chose de bénéfique dans un lieu qui est de toute façon pas utilisé. C'est comme pour les fruits et légumes. Ils vont être jetés, ce lieu, il va pourrir. Bon, bah, autant qu'on soit là, qu'on le fasse vivre et qu'on fasse ce travail-là. C'est super important. Bon, bah, je vous laisse continuer. Ça y est, je crois qu'on a fini. Ça y est, c'est bon, c'est fini? Vous allez passer à quoi maintenant? Je sais pas. Bon, faut demander à la chef. Voilà. Bon, elle est cool, la chef ici, non? Oui, elle est cool. Elle est super cool. Ça se passe comment pour les clients alors? J'aime pas trop dire que c'est des clients, c'est plus des gens qui sont invités, qui sont... On parle pas de clients ici. Qui adhèrent au projet. Et en général, ils donnent beaucoup? Il y a des gens qui vont donner plus et il y a des gens qui vont donner très peu parce qu'ils n'ont pas les moyens de donner plus. Camille, c'est la touche finale. Oui, tout à fait. La touche finale sur notre salade d'entrée. C'est mon premier jour ici. Donc, je suis venue découvrir comment fonctionnaient les cuisines du Frigan, à la fois pour, on va dire, l'aventure culinaire et pour l'aventure collective. Je peux goûter? Eh ben ouais. Je prends ton petit doigt. doigt. Ouais, avec ton petit doigt, vas-y. Comment elle est? Elle est bien. Elle est bien. Un petit peu plus de citron. Hein. Un peu, ouais, bah oui, bah, le truc c'est qu'on avait plus de citrons. C'est que là j'étais arrivée au bout des. Bah ouais. Là j'étais arrivée au bout des citrons, donc j'étais avec. Voilà, elle est bonne. On fait ce qu'on a aussi.
Je vais terminer cette balade du côté de la porte de la Villette dans cet endroit absolument incroyable. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, me donner vos impressions, vos coups de gueule sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.